Agatha Christie, Le club du mardi. Les 4 suspects. La conversation tournait autour des crimes insoupçonnés et impunis. À tour de rôle, tout le monde avait donné son opinion. Le colonel Bantry, sa ronde et sympathique épouse, Jane Elliot, le docteur Lloyd, et même la vieille Miss Marple. La seule personne à n'avoir rien dit était pourtant de l'avis de la plupart des gens la mieux habilitée à le faire. Sir Henry Clittering, ex-superintendant à Scotland Yard. Il était assis, silencieux, et tortillant sa moustache, la caressant plutôt, et souriait vaguement, comme s'il s'amusait d'une pensée secrète. « Sir Henry, » finit par dire Mrs. Bantry, « si vous ne parlez pas, je vais hurler. Y a-t-il des crimes qui restent impunis, oui ou non ?» Vous songez à des titres de journaux, Mrs. Bantry. Scotland Yard encore un défaut. Suivi de toute une liste d'énigmes non résolues, qui en réalité ne représentent qu'un tout petit pourcentage de l'ensemble, non ? Demanda le docteur Lloyd. Oui, on annonce généralement pas à son de trompe les centaines d'affaires criminelles résolues et dont les coupables ont été châtiés. Mais ce n'est pas la question, il me semble. Parler de crimes insoupçonnés et de crimes qui n'ont pas été résolus, c'est parler de 2 choses différentes. Dans la première catégorie, entrent tous les crimes qui n'arriveront jamais jusqu'à Scotland Yard, les crimes dont personne ne sait qu'ils ont été commis. J'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, hasarda Mrs. Bantry. Vous croyez? Sir Henry, vous ne voulez pas dire qu'il y en aurait vraiment beaucoup. À mon avis, déclara pensivement Miss Marple, il doit y en avoir un très grand nombre. La charmante vieille demoiselle, à l'air suranné immuable, fit cette déclaration avec la plus grande sérénité. « Ma chère Miss Marple, » dit le colonel Bantry. « Bien sûr, » continua Miss Marple, « la plupart des gens sont idiots, et quoi qu'ils fassent, les idiots se font prendre. Mais il y a une quantité de gens qui ne sont pas idiots, et on frémit à l'idée de ce qu'ils peuvent accomplir en l'absence de principes solidement enracinés. Oui, dit Sir Henry, les gens ne sont pas tous idiots. Il arrive bien souvent qu'un crime soit découvert à la suite d'une pure maladresse, et à chaque fois on se pose la question, s'il s'y était mieux pris, quelqu'un l'aurait-il jamais su? Mais c'est très grave, Clittering, remarqua le colonel. Très grave, oui. Vraiment. Que voulez-vous dire? Bien sûr que c'est grave. Vous disiez que le crime reste impuni. Est-ce vrai? Non puni par la loi, peut-être, mais les causes et les effets jouent aussi en dehors de la loi. Dire que tout crime porte en soi son châtiment, c'est devenu une platitude. Mais à mon avis, rien n'est plus vrai. Peut-être, convint le colonel. Mais cela ne change en rien la gravité. La gravité, il s'arrêta, embarrassé. 90% des gens partageraient votre façon de penser, admit Sir Henry avec un sourire. Mais voyez-vous, ce qui est important, ce n'est pas la culpabilité, c'est l'innocence. C'est ce que personne n'a l'air de comprendre. Je ne comprends pas, avoua Jane Elliot. Moi si, intervint Miss Marple. Quand Mrs. Trent s'aperçut qu'il manquait une demi-couronne dans son sac, la personne qui en fut le plus affectée fut sa femme de charge, Mrs. Arthur. Bien sûr, les Trent la soupçonnèrent, mais comme c'étaient de braves gens et qu'ils savaient qu'elle avait une nombreuse famille et un mari alcoolique, ils ne voulurent pas prendre de mesures extrêmes. Mais ils se conduisirent différemment avec elle, et ils ne lui confièrent plus la maison quand ils partaient en voyage, ce qui changea tout pour elle. D'autres la soupçonnèrent également. Et tout à coup, on apprit que la coupable était la gouvernante. Mrs. Trent la surprit par l'embrasure d'une porte qui se reflétait dans un miroir. Pur hasard, bien que je préfère l'appeler Providence.
Je pense que c'est ce que Sir Henry a voulu dire. La plupart des gens ne s'intéresseront qu'à savoir qui a pris l'argent. Et il se trouve que c'était la personne la moins vraisemblable, comme dans les romans policiers. Mais la personne pour laquelle cela représentait une question de vie ou de mort, c'était la pauvre Mrs. Arthur, qui n'avait rien fait. C'est bien ce que vous vouliez dire, Sir Henry. Oui, Miss Marple, vous m'avez parfaitement compris. Votre femme de charge a eu de la chance dans cette histoire. On a prouvé son innocence, mais il y a des gens qui vivent toute leur vie écrasés sous le poids d'un soupçon injustifié. Avez-vous un exemple précis en tête, Sir Henry? Demanda habilement Mrs. Bantry. En fait, oui, Mrs. Bantry. Une bien curieuse affaire. Une affaire où il y a tout lieu de soupçonner un crime, sans aucun moyen de le prouver. Du poison, j'imagine. Quelque chose qui ne laisse pas de traces, souffla Jane. Le docteur Lloyd s'agita, et Sir Henry secoua la tête. Non, chère mademoiselle, pas la flèche empoisonnée des Indiens d'Amérique du Sud. J'aurais bien voulu que ce soit le cas. Non, nous avons affaire à quelque chose de beaucoup plus prosaïque. Si prosaïque, en fait, qu'il semble impossible de remonter jusqu'à son auteur. Un vieux monsieur tombe dans l'escalier et se brise la nuque. Un regrettable accident, comme il en arrive tous les jours. Et que s'est-il passé en réalité? Qui pourrait le dire? Fit Sir Henry, en haussant les épaules. L'a-t-on poussé par derrière? A-t-on tendu en travers des marches une ficelle que l'on a soigneusement ôtée par la suite? Nous ne le saurons jamais. Mais vous pensez que c'était... Eh bien, que ce n'était pas un accident? Pourquoi ça? Demanda le docteur Lloyd. C'est une longue histoire. Mais ma foi, oui, nous en sommes quasiment certains. Comme je vous le disais, il semble impossible d'imputer ce crime à quelqu'un, les preuves sont trop minces. Mais cette affaire a aussi un autre suspect, celui dont je parlais tout à l'heure. Voyez-vous, 4 personnes ont pu réussir le tour. L'une d'elles est coupable, mais les 3 autres sont innocentes. Et à moins que la vérité ne finisse par éclater, ces 3 innocents vivront poursuivis par le doute. À mon avis, déclara Mrs. Bantry, vous devriez nous raconter cette longue histoire. Elle n'a pas besoin d'être si longue après tout, dit Sir Henry. Je peux au moins condenser le prologue. Elle concerne une société secrète allemande, la Main Noire, qui s'apparente à la Camorra, ou du moins à l'idée que la plupart des gens se font de la Camorra. Chantage et terrorisme. Cette société naquit brusquement après la guerre et prit une stupéfiante extension. Elle fit d'innombrables victimes. Les autorités étaient impuissantes parce que ces secrets étaient jalousement gardés et qu'il était impossible de trouver quelqu'un disposé à trahir. Si l'Angleterre n'en entendit guère parler, l'Allemagne en battit sévèrement. La Main Noire fut enfin démantelée grâce aux efforts d'un homme, le docteur Rosen, qui avait occupé un temps un poste important dans les services secrets. Il en devint membre, la pénétra jusqu'au cœur, et fut, comme je l'ai dit, l'instrument de sa perte. Mais en retour, il devint un homme traqué et jugea prudent de quitter l'Allemagne, du moins pour un temps. Il s'installa en Angleterre, avec des lettres d'introduction de la police berlinoise. J'eus un entretien particulier avec lui. Il était à la fois objectif et résigné. Il ne se berçait pas d'illusions sur son avenir. « Ils mourront, Sir Henry, » me disait-il. « Cela ne fait aucun doute. » C'était un homme grand, aux traits fins, à la voix profonde, dont seul le timbre légèrement guttural trahissait la nationalité. « C'était à prévoir, disait-il encore. Peu importe, j'y suis préparé. J'en ai pris le risque en me lançant dans cette entreprise. J'ai fait ce que je m'étais juré de faire. L'organisation ne s'en remettra jamais, mais beaucoup de ses membres sont encore en liberté et ils n'ont qu'une façon de se venger. Sur ma vie. C'est une simple question de temps.
Mais ce temps, je le voudrais aussi long que possible. Je suis en train de rassembler et de mettre au point des matériaux très intéressants, le travail de toute une vie, et j'aimerais, si possible, pouvoir mener cette tâche à bien. » Il s'exprimait avec simplicité et avec une certaine noblesse qui força mon admiration. Je l'assurai que nous prendrions les précautions nécessaires, mais d'un geste il me fit taire. « Un jour ou l'autre, ils finiront par m'avoir, » répéta-t-il. « Le jour venu, ne vous reprochez rien. Je suis certain que vous aurez fait tout ce qu'il était possible de faire. » Puis il m'exposa ses projets, fort simples en vérité. Il se proposait d'acheter une petite maison dans la campagne où il pourrait vivre en paix et poursuivre son travail. Il opta en fin de compte pour un village de Somerset, Kingsnatton, à 10 kilomètres d'une gare, à l'abri de la civilisation. Il acquit effectivement un ravissant cottage auquel il apporta divers changements et améliorations et s'y installa, parfaitement satisfait. La maisonnée se composait de sa nièce, Greta, de son secrétaire et d'une vieille domestique allemande qui le servait fidèlement depuis près de 40 ans, auquel vint s'ajouter un homme à tout faire, un jardinier natif du village. « Les 4 suspects, » dit doucement le docteur Lloyd. « Tout juste, les 4 suspects. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. La vie coula paisible à Kingsnatton pendant 5 mois, puis le coup s'abattit. Un beau matin, le docteur Rosen tomba dans l'escalier et fut retrouvé mort une demi-heure plus tard. Au moment où avait dû se produire l'accident, Gertrude était dans la cuisine, porte fermée, et elle n'entendit rien, c'est du moins ce qu'elle dit. Fraulein Greta plantait des bulbes dans le jardin, encore une fois c'est ce qu'elle dit. Dobbs, le jardinier, était dans l'appentis, c'était l'heure du café, c'est ce qu'il dit. Quant au secrétaire, il était sorti se promener, et encore une fois nous n'avons à l'appui que sa parole. Personne n'a d'alibi. Personne ne peut corroborer celui d'un autre. Mais une chose est sûre. Le coupable est forcément l'un d'eux, car un étranger ne serait pas passé inaperçu à Kingsnatton. Les 2 portes, celles de devant et de derrière, étaient fermées, chaque membre de la maisonnée ayant sa propre clé. Comme vous voyez, les soupçons se portent sur ces 4 personnes, lesquelles semblent pourtant toutes irréprochables. Greta, la propre fille de son frère, Gertrude, avec ses 40 ans de loyaux services, Dobbs, qui n'est jamais sorti de Kingsnatton, et Charles Templeton, son secrétaire. Précisément, intervint le colonel, qui est ce Templeton? C'est celui qui paraît le plus suspect. Que savez-vous de lui? C'est ce que je savais de lui qui m'a amené à le mettre hors de cause, du moins à l'époque, déclara gravement Sir Henry. Voyez-vous, Charles Templeton était l'un de mes hommes. Oh! Dit le colonel décontenancé. Oui, je voulais avoir quelqu'un dans la place et en même temps je craignais les bavardages. Comme Rosen avait vraiment besoin d'un secrétaire, Templeton a occupé le poste. C'est un garçon bien élevé, très capable et qui parle couramment l'allemand. Mais alors qui soupçonnez-vous? Demanda Mrs. Bantry, perplexe. Ils paraissent tous impossibles. Oui, c'est ce qu'il semble. Mais on peut voir les choses sous un autre angle. Fraulein Greta était sa nièce, une fille charmante, mais la guerre a amplement prouvé que le frère peut se retourner contre la sœur, le père contre le fils, etc. Et on a vu les jeunes filles les plus jolies et les plus douces faire les choses les plus ahurissantes. Le même raisonnement peut s'appliquer à Gertrude. Qui sait quel mobile pouvait être à l'œuvre dans son cas? Une dispute avec son maître, peut-être? Un ressentiment grandissant, d'autant plus violent qu'il a été étouffé pendant tant d'années? Dans cette couche de la société, les femmes âgées sont parfois extraordinairement aigries. Et Dobbs? Doit-il être exclu sous prétexte qu'il n'avait pas de lien direct avec le professeur? L'argent peut faire bien des choses. Dobbs a pu être approché et acheté. Toutefois, une chose semble indubitable. Un message ou un ordre a dû venir de l'extérieur. Sinon, pourquoi 5 mois d'immunité? Non, les agents de la société devaient être au travail.
N'étant pas certain de la trahison de Rosen, il devait d'abord la prouver sans qu'il soit permis d'en douter. Une fois sûrs de leurs faits, ils ont dû envoyer leur message à l'espion en place, le message disant « Tuez ». « Quelle horreur !» s'exclama Jane en frissonnant. Mais par quel moyen lui était parvenu ce message? Ce fut le point que je tentais d'élucider, le seul espoir de résoudre l'énigme. On avait dû approcher ou communiquer avec l'une de ces 4 personnes, et elle avait dû agir sans délai. Je savais qu'une fois l'ordre arrivé, l'exécution devait suivre aussitôt. C'était un trait distinctif de la main noire. J'abordai donc le problème d'une façon que vous jugerez peut-être ridiculement méthodique. Qui était passé au cottage ce matin-là? Je n'éliminai personne. En voici la liste. Sir Henry sortit une enveloppe et en tira de sa poche un papier. Le boucher a livré de la selle d'agneau. Exact. Vérification faite. Le commis de l'épicerie a livré un paquet de farine, 1 kilo de sucre, 1 livre de beurre et 1 livre de café. Également exact. Vérification faite. Le facteur a délivré 2 prospectus adressés à Fraulein Rosen, 1 lettre envoyée du village à Gertrude, 3 lettres destinées au docteur Rosen, dont 1 portant un timbre étranger, et 2 autres destinées à Templeton, dont 1 portant aussi un timbre étranger. Sir Henry s'interrompit et retira une liasse de documents de l'enveloppe. Vous voudrez peut-être en juger par vous-même. Ces papiers m'ont été remis par les divers intéressés ou retrouvés dans leur corbeille à papier. Inutile de vous dire que des experts y ont déjà cherché des traces d'encre sympathiques ou autres. Rien d'extraordinaire à attendre de ce côté-là. Ils l'entourèrent tous. Les prospectus émanaient l'un d'un pépiniériste, l'autre d'un grand fourreur londonien. 2 des enveloppes adressées au docteur Rosen contenaient l'une la facture du pépiniériste local, l'autre celle d'une papeterie londonienne. La 3e, la lettre suivante. Je reviens à l'instant de chez le docteur Helmut Spath. J'ai vu Edgar Jackson l'autre jour. Lui et Amos Perry viennent de rentrer à Tsingtan. En toute honnêteté, je ne peux pas dire que je leur envie ce voyage. Donnez-moi de vos nouvelles sans tarder, et comme je vous l'ai déjà dit, méfiez-vous d'une certaine personne. Vous voyez de qui je veux parler, même si vous n'êtes pas de mon avis. Bien à vous, Georgina. Quant au courrier reçu par Templeton, il consistait en une facture de son tailleur et une lettre d'une amie allemande, poursuivit Sir Henry. Malheureusement, il l'avait déchirée pendant sa promenade. Reste la lettre reçue par Gertrude. Chère Mrs. Schwartz, nous espérons que vous viendrez à notre petite fête vendredi soir. Le pasteur dit qu'il espère que vous pourrez, tous sans exception, étant bienvenus. La recette pour le jambon était très bonne et je vous en remercie. En espérant que la présente vous trouvera en bonne santé et que nous nous verrons vendredi, je reste votre dévouée. Emma Green. Cette missive arracha un sourire au docteur Lloyd et à Mrs. Bantry. « À mon avis, cette dernière lettre peut être écartée, » déclara le médecin. « C'était aussi mon avis, » répondit Sir Henry. « Toutefois, j'ai pris la précaution de m'assurer qu'il existait bien une Mrs. Green et qu'il y avait eu une fête à l'église. Excès de prudence ne saurait nuire. »« C'est ce que dit toujours notre amie Miss Marple, » remarqua le docteur Lloyd en souriant. « Mais vous rêvassez, Miss Marple, à quoi pensez-vous donc ?» Miss Marple sursauta. « C'est stupide, dit-elle. Je me demandais pourquoi, dans la lettre adressée au docteur Rosen, le mot honnêteté est écrit avec un H majuscule. » Mrs. Bantry s'empara de la lettre. « C'est vrai, dit-elle. Oh !»« Oui, ma chère, dit Miss Marple. Je pensais que vous l'aviez remarqué. »« Cette lettre renferme un net avertissement, remarqua le colonel Bantry. C'est la première chose qui m'a frappé. J'en vois plus que vous ne pensez. Oui, un net avertissement. Mais contre qui ?
Il y a quelque chose de curieux à signaler à propos de cette lettre, déclara Sir Henry. À en croire Templeton, le docteur Rosen l'ouvrit pendant le petit déjeuner et la poussa vers lui en disant qu'il ne connaissait ce type ni d'Ève ni d'Adam. Il ne s'agissait pas d'un type, dit Jane Elliot. C'était signé Georgina. C'est difficile à dire, fit observer le docteur Lloyd. Cela pourrait bien être Georgie, quoique cela ressemble plus à Georgina. Seulement, ça a plutôt l'air d'une écriture masculine. Voilà qui est intéressant, dit le colonel. Jeter la lettre sur la table en prétendant ne rien savoir de tout ça. Il guettait la réaction de quelqu'un. Mais de qui? De l'homme? Ou de la jeune fille? Et pourquoi pas celle de la cuisinière? Suggéra Mrs. Bantry. Elle était peut-être dans la pièce à ce moment-là pour servir le petit déjeuner. Mais ce que je ne vois pas, c'est très étrange. Les sourcils froncés, elle examina de nouveau la lettre. Miss Marple s'approcha d'elle et posa le doigt sur la feuille de papier. Elles chuchotèrent entre elles. « Mais pourquoi le secrétaire a-t-il déchiré l'autre lettre ?» lança soudain Jane Elliot. « Ça me semble... je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Et pourquoi recevait-il des lettres d'Allemagne? Évidemment, s'il est au-dessus de tout soupçon, comme vous dites. »« Mais Sir Henry n'a rien dit de tel, » riposta vivement Miss Marple en s'arrachant à son entretien à voix basse avec Mrs. Bantry. « Il a dit 4 suspects. Il inclut donc Mr. Templeton, n'est-ce pas, Sir Henry? »« Mais oui, Miss Marple. D'amères expériences m'ont au moins appris une chose. Personne n'est au-dessus de tout soupçon. Et je viens de vous donner les raisons qui permettent de penser contre toute vraisemblance que 3 de ces personnes peuvent être coupables. À l'époque, je n'avais pas appliqué le même raisonnement à Templeton, mais j'ai fini par le faire pour me conformer à la règle que je viens de vous énoncer. Et j'ai été obligé de reconnaître, même si cette idée nous répugne, que toute armée, toute marine, toute force de police comporte un certain nombre de traîtres dans ses rangs. J'ai donc examiné avec objectivité le cas de Templeton. Je me suis posé à peu près les mêmes questions que Miss Elliot. Pourquoi était-il le seul dans la maison à ne pouvoir produire la lettre qu'il avait reçue, une lettre qui plus est portant un timbre allemand? Pourquoi recevait-il des lettres d'Allemagne? Cette dernière question étant plutôt innocente, j'allais carrément la lui poser. Il y répondit sans difficulté. La sœur de sa mère avait épousé un Allemand. La lettre émanait d'une cousine. J'appris ainsi quelque chose que j'ignorais. Charles Templeton entretenait des rapports avec des gens résidant en Allemagne, ce qui le mit définitivement sur la liste des suspects et en bonne place. C'est un de mes hommes, un garçon qui a toujours joui de mon affection et de ma confiance. Mais en toute justice et en toute honnêteté, je dois reconnaître qu'il est en tête de liste. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et selon toute probabilité, je ne saurai jamais. Il ne s'agit pas de punir un meurtrier. Il s'agit de quelque chose de 100 fois plus important à mes yeux. De la destruction de toute la carrière d'un homme honorable à cause d'un soupçon dont je suis obligé de tenir compte. Miss Marple tout sauta et dit gentiment. Si je vous comprends bien, Sir Henry, c'est seulement le jeune Templeton qui vous tient ainsi à cœur. Oui, en un sens. En principe, il devrait en aller de même pour les autres, mais ce n'est pas le cas. Je peux suspecter Dobbs, par exemple, mais cela n'affectera pas sa carrière. Il n'est venu à l'idée de personne au village que la mort du vieux docteur Rosen pouvait avoir été autre chose qu'un accident. Gertrude risque d'en souffrir un peu plus. Cela peut changer l'attitude de Fraulein Greta envers elle, mais cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance pour elle. Quant à Greta Rosen, ma foi, nous touchons là le point crucial. Greta est très jolie, Charles est beau garçon, et ils ont vécu 5 mois sous le même toit, sans aucune distraction. L'inévitable est arrivé. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, sans oser se l'avouer. Et puis est survenue la catastrophe. Il y a 3 mois de cela maintenant, et 1 ou 2 jours après mon retour, Greta Rosen est venue me voir.
Elle avait vendu la maison et partait pour l'Allemagne après avoir réglé les affaires de son oncle. Elle savait que j'étais à la retraite, mais elle voulait me consulter sur un problème personnel. Elle tourna d'abord autour du pot, mais elle finit par vider son sac. Quel était mon sentiment? Elle n'arrêtait pas de se faire du souci à propos de cette lettre au timbre allemand, celle que Charles avait déchirée. Était-ce normal? Bien sûr, cela devait être normal. Elle ajoutait foi à son histoire, bien entendu, mais oh, si seulement elle savait. Si elle savait, sans risque d'erreur. Vous voyez, le même sentiment, le désir de faire confiance, et l'horrible soupçon qu'on s'efforce de chasser résolument de son esprit, mais qui y reste néanmoins tapi. Je lui parlais avec la plus absolue franchise, et la priais de faire de même. Je lui demandais si elle tenait à Charles et lui à elle. « Je crois que oui, me répondit-elle. Oh oui, je le sais, nous étions si heureux. Chaque jour s'écoulait si agréablement. Nous savions tous les deux. Mais nous n'étions pas pressés. Nous avions tout le temps devant nous. Un jour, il me dirait qu'il m'aimait, et je lui répondrais que moi aussi. Ah, comment deviner? Tout est changé désormais. Un nuage noir s'est interposé entre nous. Quand nous nous rencontrons, nous sommes gênés. Nous ne savons pas quoi nous dire. C'est peut-être la même chose pour lui. Chacun pense « Si seulement j'en étais sûr ». C'est pourquoi, Sir Henry, je vous implore de me dire, quelle que soit la personne qui a tué votre oncle, ce n'est pas Charles Templeton. Dites-le moi. Oh, dites-le moi, je vous en supplie. Et nom de Dieu, s'écria Sir Henry en tapant du poing sur la table, je n'ai pas pu le lui dire. Ils vont s'éloigner de plus en plus l'un de l'autre, ces deux-là, à cause d'un soupçon qui flotte entre eux comme un fantôme qui ne peut pas trouver le repos. Il se renversa sur son siège, gris de fatigue. Il secoua la tête d'un air découragé. On ne peut rien faire de plus, à moins que... Il se redressa avec un étrange petit sourire. À moins que Miss Marple ne puisse nous aider. Le pouvez-vous, Miss Marple? J'ai l'impression que cette lettre doit être sans mystère pour vous, celle de la fête paroissiale. Cela ne vous rappelle pas quelque chose ou quelqu'un qui pourrait nous éclairer? Ne pouvez-vous rien faire pour aider deux jeunes gens sans défense qui ne demandent qu'à être heureux? Derrière le ton léger, il y avait quelque chose de sérieux dans cet appel. Sir Henry commençait à éprouver la plus grande estime pour les capacités intellectuelles de cette frêle et surannée demoiselle. Dans le regard qu'il lui lança, on lisait quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir et remit en place son fichu de dentelle. « Cela me rappelle un peu Annie Pulteney, admit-elle. Bien sûr, la lettre est parfaitement claire, aussi bien pour Miss Bantry que pour moi. Je ne parle pas de celle qui fait allusion à la fête, mais de l'autre. Vivant à Londres et n'étant pas jardinier, vous ne pouviez rien remarquer, Sir Henry. Hein? Remarquer quoi? Mrs. Bantry s'empara d'un catalogue, l'ouvrit et se mit à lire avec délice. Docteur Helmut Spath, pur lilas, fleur merveilleuse et délicate, à la tige particulièrement rigide et longue, excellente pour la coupe et la décoration du jardin, une nouveauté d'une beauté frappante. Edgar Jackson, magnifique fleur ressemblant au chrysanthème d'un rouge brique très particulier. Amos Perry, rouge vif, très décoratif. Tintane, rouge-orange vif, plante de jardin éclatante, dont la fleur, une fois coupée, dure longtemps. Honnêteté, avec un H majuscule. Vous vous souvenez? Murmura Miss Marple. Honnêteté, nuances de rose et de blanc, énorme fleur à la forme parfaite. Mrs. Bantry jeta le catalogue sur la table et s'écria avec force. « Dahlia !» Et leurs initiales forment le mot « death », mort, expliqua Miss Marple. Mais la lettre était adressée au docteur Rosen lui-même, objecta Sir Henry. C'est là qu'était toute l'astuce, fit observer Miss Marple.
Ça est la mise en garde. Que ferait le destinataire recevant une lettre de quelqu'un qu'il ne connaît pas, pleine de noms qu'il ne connaît pas non plus? Bien entendu, il la donnerait à son secrétaire. Alors, en fin de compte... Ah non, dit Miss Marple, pas le secrétaire. C'est même ce qui prouve clairement que ce n'était pas lui. Sinon il aurait fait disparaître cette lettre, et il n'aurait pas déchiré celle qui lui était adressée avec un timbre allemand. Son innocence me paraît éclatante. Alors qui? Eh bien, cela me semble clair, aussi clair qu'une chose peut l'être en ce monde. Il y avait une autre personne à table, et elle aura tout naturellement, étant donné les circonstances, pris la lettre pour la lire. Souvenez-vous qu'elle avait reçu par le même courrier un prospectus de pépiniériste. Greta Rosen, dit lentement Sir Henry. Alors la visite qu'elle me fit... Les hommes ne voient jamais ces choses, remarqua Miss Marple. Et à cause de leur façon de voir les choses, justement, je crains qu'ils ne tiennent les vieilles femmes comme nous pour des têtes de linotte. Mais le fait est là. Nous en savons très long sur notre propre sexe, malheureusement. Une barrière s'est sans doute dressée entre eux. Le jeune homme a dû éprouver pour elle une soudaine et inexplicable répulsion. D'instinct, il la soupçonnait, et il n'a pas pu lui cacher cette suspicion. En réalité, je pense qu'elle vous a fait cette visite par pure rancune. Elle ne risquait pas grand-chose de son côté. Mais elle s'est écartée de son chemin juste pour fixer définitivement vos soupçons sur le pauvre Mr. Templeton. Vous n'avez jamais tant douté de lui qu'après cette visite. Je suis sûre que rien de ce qu'elle m'a dit, commença Sir Henry. Les hommes ne voient jamais ces choses-là, répéta tranquillement Miss Marple. Et cette fille, il s'arrêta. Elle commet un meurtre de sang-froid et s'en sort indemne. Oh non, Sir Henry, pas indemne, dit Miss Marple. Nous ne le croyons ni vous ni moi. Rappelez-vous ce que vous disiez tout à l'heure. Non, Greta Rosen n'échappera pas au châtiment. Tout d'abord, elle se trouve associée à de drôles de gens, maîtres chanteurs et terroristes, qui ne lui feront aucun bien et lui voudront sans doute une triste fin. De toute façon, comme vous le disiez, on ne doit pas perdre son temps avec le coupable. C'est l'innocent qui compte. D'abord, Mr. Templeton, qui épousera certainement cette cousine allemande. Qu'il ait déchiré sa lettre me paraît très suspect. J'utilise le mot cette fois dans un sens tout différent. Un peu comme s'il avait eu peur que l'autre ne voie ou n'exige de voir cette lettre. Oui, je pense qu'il y avait quelque amourette là-dessous. Ensuite, il y a Dobbs. Bien que, comme vous dites, ça n'ait pas beaucoup d'importance pour lui. Son café du matin est sans doute tout ce qui l'intéresse. Ensuite, il y a la malheureuse vieille Gertrude, celle qui me rappelle Annie Poulny. Pauvre Annie Poulny. 50 ans de loyaux services et soupçonnée d'avoir détruit le testament de Miss Lemb, bien qu'on n'ait jamais rien prouvé. La malheureuse créature en a eu le cœur brisé. Et puis, après sa mort, on a retrouvé le testament dans le double fond d'une boîte à thé où Miss Lemb l'avait mis elle-même en sécurité. Trop tard pour la pauvre Annie. Voilà pourquoi je suis inquiète pour cette pauvre vieille Allemande. Avec l'âge, on devient facilement amer. Je la plains beaucoup plus que Mr. Templeton, jeune et beau, et qui jouit apparemment de la faveur des dames. Vous allez lui écrire, n'est-ce pas, Sir Henry, pour lui annoncer que son innocence a été établie sans aucun doute possible. Elle souffre déjà de la mort de son cher vieux maître, mais en plus, se sentir soupçonnée... Oh, je préfère ne pas y penser. Je vais lui écrire, Miss Marple, lui assura Sir Henry. Vous savez, ajouta-t-il en lui jetant un regard plein de curiosité, je crois que je ne vous comprendrai jamais tout à fait. Votre point de vue n'est jamais celui qu'on attend. Mon point de vue est assez borné, je le crains, répondit humblement Miss Marple. Je suis rarement sortie de St. Mary Mead. Et pourtant, vous venez de résoudre ce que l'on pourrait appeler un mystère international, car vous l'avez résolu, j'en suis persuadée. Miss Marple rougit un brin. Je crois que j'ai reçu une très bonne éducation pour l'époque
Ma sœur et moi, nous avons eu une gouvernante allemande, une Fräulein. Une créature très sentimentale. Elle nous apprenait le langage des fleurs, une étude bien oubliée de nos jours, mais tout à fait charmante. Ainsi, la tulipe jaune, par exemple, veut dire amour sans espoir, tandis que la reine Marguerite signifie je meurs de jalousie à vos pieds. Et la lettre était signée Georgina, qui, si je me rappelle bien, signifie Dahlia en allemand. J'aimerais pouvoir me rappeler le sens de Dahlia, mais hélas, il m'échappe. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. En tout cas, cela ne veut pas dire mort. Non, effectivement. C'est affreux, non. On voit de si tristes choses en ce monde. Certes, soupira Mrs. Bantry. Heureux ceux qui ont des fleurs et ceux qui ont des amis. Elle nous place en dernier, vous avez remarqué fit le docteur Lloyd. J'ai connu un homme qui me faisait livrer des orchidées pourpres tous les soirs au théâtre, dit rêveusement Jane Eyre. Je brigue vos faveurs. Voilà ce que ça signifie, déclara gaiement Miss Marple. Miss Marple poussa une soudaine exclamation. Sir Henry tout sauta et détourna la tête. J'y suis. Dahlia signifie traîtrise et présentation déformée. Merveilleux, absolument merveilleux, s'écria Sir Henry. Et il soupira.